ainsi que tu m'aimes, alors ce faire ça sera migraine. Et puis ça sera ceinture pour que tu me refiles ta souillure. Ah ça c'est pas la misère, pensez j'en moyen dans les rostères. Je vais causer à ma chimère, la plus jolie de mes vaches laitières. Santé. Voilà, c'est reparti hein, dans ce décor de forêt bretonne. Voilà. Et bien maintenant, on a rendez-vous avec le projet La Chouette. D'ailleurs, le projet va s'appeler le chapeau de la chouette. Hein. Ça se peaufine, ça se peaufine. Alors, oui, pourquoi le chapeau et les lunettes? Bah, c'est pour faire artiste en fait, hein, puisque là, comme je voulais prendre la guitare pour chanter un extrait de La Chouette, et ouais, parce que je me souviens sur Lyon, quand j'y allais, il y avait les pentes de la Croix-Rousse et on en voyait plein, des mecs qui avaient le look artiste, puis ils avaient tous un chapeau, des lunettes, puis une queue de cheval derrière. Donc je me suis dit, tiens, autant prendre le look. Sur un chêne perché, une chouette chuchote. Pour ne pas réveiller son ami la hulotte. Elle susurre au hibou à cette sacrée feignante. Ne verra pas du tout les étoiles filantes. Ouais, c'est chouette d'être une chouette, mes nuits sont plus belles que vos jours. Les noctambules sont en fête et le coq chante ce gros balou. Voilà, et le prochain coup, bah, c'est la chanson en entier avec le reggae agricole et tout ça. Hein, et voilà. Là, je mettrai en lien l'adresse de la cagnotte, l'adresse du site, parce que voilà, je suis en train de travailler sur le site là pour mettre la chanson en MP3, puis d'autres conneries. Et comme ça, vous pourrez copier-coller le MP3 et puis mettre 1 euro dans la cagnotte. Hein, voilà. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est parce que en fait, j'ai un projet de ferme. En fait, j'ai envie d'acheter une ferme en Bretagne avec du terrain. Il y a des longères à retaper avec du terrain, des fois qui coûtent 70 000 balles. Vous voyez, ça va pas très loin, même des fois en dessous. Mais l'idée, voilà, je veux financer une ferme qui serait pédagogique, entre guillemets, où je pourrais accueillir les gamins cabossés ou pas cabossés, hein, pour faire de l'agriculture, du spectacle, hein, du pestacle, hein, comme ils disent, et les deux mélangés. Qu'est-ce qu'on fait dans une ferme? Eh ben, on fait pousser des légumes, on fait pousser des bestioles, et puis on fait pousser des pestacles, et puis on fait pousser des festivals aussi dans un pré. Une grange, elle peut être transformée en salle de spectacle, etc. Donc vous voyez, le mélange des deux. Je lève ma canette à Annie Dupéret parce que voilà, elle s'est engagée pour soutenir les soignants suspendus. Alors ça c'est courageux parce que il n'y en a pas beaucoup qui veulent se risquer à ça. Hein. Parce que c'est un sujet sulfureux aussi. Hein. Voilà, parce qu'il s'agit de réintégrer donc tous ces soignants, les pompiers et tout ça qui n'ont pas voulu se vacciner, mais qui en fait sont pas plus contagieux que les autres. Parce qu'on a bien appris avec le vaccin qu'on pouvait quand même avoir le Covid et le transmettre aux autres. Donc Annie Dupéret a pris fait et cause pour eux. Annie Dupéret, en plus de défendre les soignants suspendus, elle a poussé un coup de gueule pour dénoncer ce renoncement général à la liberté. Il faut savoir que 75% de la population française a accepté les mesures coercitives de Macron, ce qui veut dire qu'une bonne partie de l'opposition en France s'est foutue à genoux et a soutenu aussi ces mesures coercitives. Elle a eu peur. Et là, c'est là qu'on se demande, mais ils étaient où, nos artistes engagés, nos grands rebelles qu'on voyait partout dans les médias, hein, pour montrer leur indignation et défendre des causes qui n'engagent à pas grand-chose finalement. Même si ces causes-là ont mérite d'exister, mais par rapport à ce que fait Annie Dupéret, c'est pas grand-chose, parce que là, elle risque gros. Elle risque de plus être invitée nulle part dans les médias, parce que il est de bon ton maintenant de dire que tous ces soignants suspendus, en fait, sont des gens complotistes qui sont aveuglés par des soi-disant gourous charlatans. Voilà. Lors des manifs contre le pass sanitaire, hein, je les ai pratiquement toutes faites, il n'y avait pas beaucoup de gens soi-disant de gauche dans les manifs. Hein. Il y avait 2-3 gars qui se baladaient avec un drapeau sud,
un autre groupe avec un drapeau CNT, hein, ils n'étaient pas nombreux, et puis il y avait les gilets jaunes évidemment, et tout le reste c'était des gens, il y en a beaucoup qui avaient un drapeau bleu, blanc, rouge, mais qui disaient qu'ils étaient d'aucun bord en fait. Que le seul truc qu'ils voulaient c'était défendre la liberté, puisque ça fait partie de ce qui est écrit sur les frontons des mairies, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Ça me rappelle un truc, c'est qu'un jour, avant d'aller à une manif, j'ai croisé un mec qui se disait de la France Insoumise, que je connaissais bien, hein. Il n'était pas tout seul d'ailleurs, mais enfin c'est lui qui tenait le crachoir. Il me dit tu fais quoi aujourd'hui alors? Je dis je vais manifester à Bourg là, pour la liberté. Et c'est là qu'il me dit oh mais ça y est, t'as viré ta cutie, t'as viré à droite. Et c'est là que j'ai découvert que défendre la liberté c'était une idée de droite. Ah, on en apprend tous les jours. Je me suis fait pas mal d'ennemis, d'ennemis. Je me suis foutu pas mal de gens à dos à cause de prises de position que j'ai eues, ou de non prises de position aussi, parce qu'il y a des fois, on a le droit de dire oh moi je pense pas. Voilà. Donc les artistes engagés, on les connaissait, hein, dans le rock, il y avait Trust, Lavilliers, dans la chanson il y avait Renaud, et puis le meilleur c'est Cali. Alors là Cali c'est très fort. Cali c'est le chanteur engagé de gauche, voilà. Hein. Donc à chaque fois qu'il faut défendre la veuve et l'orphelin, vous avez Cali. Hein. Donc Cali, en fait, on prononce que son prénom parce qu'il a demandé à ce qu'on ne dise pas son nom de famille, parce qu'en fait il disait au niveau artistique ça la fout mal, ça fait pas sérieux, hein, parce que son état civil c'est Fourchon en fait. Je le comprends ce gars-là, hein, il n'a pas inventé le fil à couper le toche, mais il y a de quoi passer pour un con avec un nom pareil. Hein. Cali Fourchon. Donc en fait, il veut qu'on l'appelle que par son prénom. Alors il s'est pointé à la mairie pour changer de nom de famille, hein, trouver un nom d'emprunt. Et donc à la mairie, on lui a demandé mais vous voulez quel nom alors du coup? Qu'est-ce qu'on met comme nom à la place de Fourchon? Oh vous avez qu'à mettre Meuro. Ce qu'il y a, c'est que Cali maintenant il sera obligé de se mettre une coquille d'œuf sur la tête. Hein. Parce que, ah oui, comme ça il pourra être devant le micro à dire ah c'est vraiment trop injuste, la misère c'est pas bien, la guerre c'est mal, oh là là, il faut soutenir les gens qui ont faim. Là vous voyez Cali là sur la photo, il se prend pour Jésus. Sauf que Jésus lui savait transformer l'eau en pinard, hein. Sauf que Cali lui va vous faire croire au grand soir en vous faisant crever de soif. Je peux pas être engagé, à part la droite, il n'y a rien au monde que je méprise autant que la gauche. Puis d'abord, quelle gauche? La gauche gluante d'humanisme sirupeux des eunuques à la rose? Quelle droite? La droite du fumier où la rose est éclose? Faites-vous liser, Minute? Vous avez tort, c'est intéressant. C'est un journal qui a au moins une qualité, c'est très avantageux. Si, tenez, au lieu de vous emmerder à lire tout Sartre, hein, vous achetez un exemplaire de Minute, pour moins de 10 balles, vous avez à la fois la nausée et les mains sales. Ah, la corrida. Ah oui, vaste programme. Hein. Oui, ça occupe pas mal les ondes en ce moment. Hein. Donc, voilà, moi je veux dire un peu ce que j'en pense. Alors moi je me pose la même question qu'un grand penseur qui s'était questionné là-dessus. Pourquoi les taureaux ont-ils deux cornes alors que les toreros n'ont qu'un seul trou du cul? C'est assez étonnant. Hein. Est-ce que ça veut dire que les taureaux biglaient et qu'en fait ils voyaient deux toreros quand ils chargeaient? On ne sait pas. Hein. Il faut être constructif dans cette histoire. Alors parce que bon, il y en a un député là qui a voulu abolir la corrida, ça part d'un bon principe, hein, parce que c'est vrai que je vois pas pourquoi on ferait chier un taureau et qu'on le mettrait à mort pour que des connards dans des gradins fassent olé en voyant du sang. Hein. Donc il faut pas dire qu'on va interdire la corrida, mais qu'on va la remplacer par des combats de gladiateurs. Oui, parce que on remplacerait le taureau par un mec, hein. Du coup ça deviendrait un combat de gladiateurs, puisque ça serait deux mâles l'un face à l'autre.
Et je me dis que au niveau spectacle, ça vaudrait vraiment le coup. Hein, parce que voir des cons s'entretuer, alors là, ça vaut le déplacement. Hein, surtout si on me paye pour y aller. Oui, je pense que des cons prêts à s'entretuer pour du pognon, à mon avis, il y en a un nombre infini. Hein, donc profitons-en. Et puis ça permettrait à d'autres cons de faire des paris sur les cons qui s'entretuent. Dans ces périodes de crise, de toute façon, l'argent n'a pas d'odeur. Hein. Mais il y en a, c'est vrai, qui regrettent le fait qu'il n'y ait plus de bêta-cornes dans l'arène. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté folklorique avec les deux cornes. Bah, moi, je propose qu'un des gladiateurs se foute des cornes sur le crâne, hein, avec un bonnet en collant deux cornes dessus. Ou alors, je propose même qu'on organise aussi des corridas d'escargots. Parce que c'est des bêta-cornes. Alors là, j'imagine la gueule de la corrida, quoi. Parce que les escargots, le temps qu'ils mettent à aller l'un contre l'autre, hein, mais même à la limite plusieurs, on pourrait mettre plusieurs escargots qui combattent. Hein. Vous imaginez, ils s'approchent, mais ça prend des plombs. Et puis au moment où ils se rencontrent, ben, ils se roulent des patins, en fait ça devient une vraie partouze. Là, ça serait le côté pacifique d'une corrida de bêta-cornes. Parce qu'il y a un ancien taulard qui avait dit, de toute façon, les escargots, ils baisent en même temps qu'ils se font baiser parce que c'est pour rattraper le temps qu'ils mettent à se rencontrer. Donc c'est pas con, hein. Alors t'en mets plusieurs, ben, ça fait une partouze. Voilà, là, franchement, le côté peace and love de la corrida, comme ça, moi, ça me va très bien. Hein. Mais vous imaginez le olé, au moment où ils commencent à se rencontrer, ça ferait... Et encore ça, c'est de l'accéléré. Hein. Oh là 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 là, et patatras. J'ai eu une remarque par rapport à une séquence de la précédente vidéo, c'était le passage sur le communisme. Parce que j'avais dit, la grande réussite du communisme, c'est 100 millions de morts. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait là, franchement, t'as fait de l'anticommunisme primaire. Et là, je me suis dit, ah bon? Parce que 100 millions, c'est un nombre primaire? Ah bah, je savais pas. Remarque-moi, en maths, j'ai jamais été bon en maths. D'ailleurs, j'en apprends tous les jours. Mais c'est vrai que c'est un nombre ridicule, parce que quand on voit la réussite du capitalisme, dans quelques temps, le capitalisme, lui, ça va être 8 milliards. Hein, 8 milliards de morts. Donc c'est vrai que 100 millions à côté, ça fait ridicule. Hein. Ça me fait penser à un autre truc, c'est sur Facebook, j'ai vu apparaître un coup la photo de Karl Marx, c'était un truc sur la lutte des classes, je sais pas quoi, et j'avais balancé pour déconner un truc qu'avait dit un grand penseur. Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Le communisme, c'est exactement l'inverse. Et là-dessus, le mec il m'a répondu ah mais t'es hors sujet, ça se voit que t'as rien compris au communisme et tout, alors que moi j'avais juste envie de déconner, tu vois. C'est pas que j'ai rien compris au communisme, c'est que j'ai eu la chance de ne pas l'avoir vécu. Et la question que je me pose, c'est est-ce que l'humour est compatible avec le militantisme marxiste? Oui, alors à propos des 8 milliards, hein, parce qu'il paraît qu'on a franchi le cap de 8 milliards d'humains sur la planète, et je m'étais dit que si on supprimait les cons, ça ferait un véritable génocide planétaire, c'est sûr, mais au moins là, on pourrait lutter contre la surpopulation. Et puis il y a un autre truc, ça m'a fait penser, c'est que si on appliquait la théorie de Brassens, ça voudrait dire qu'en fait, on passerait de 8 milliards à 4 sur la planète. Parce qu'il disait, à plus de 4, on est une bande de cons. Alors vous imaginez, on se retrouve à 4, et puis il reste 4 mecs. L'homosexualité pour la fin du monde humain, alors ça c'est quelque chose. Hein. Mais c'est pareil avec les femmes, hein. Je veux dire, il resterait 4 nanas, ça serait pareil. Hein, ah bah, il n'y aurait plus qu'à se faire plaisir, et voilà, et en attendant la fin de l'humanité. Mais écologiquement parlant, ça peut se défendre aussi, hein, parce que enfin la planète pourrait respirer. Quoique, je suis con de dire ça parce que je suis pas un vegan, moi j'aime la vie. Hein. Il paraît que l'humanité est en déclin puisque l'homme a de moins en moins de spermatozoïdes. Alors c'est vrai que le jour où il n'y a plus de spermatozoïdes, bah, c'est foutu, quoi. On ne pourra plus se reproduire.
Alors, on a eu le pass sanitaire, le pass vaccinal, on nous menace d'un crédit social à la chinoise. Hein. Le crédit social à la chinoise, en fait, c'est le même système que le pass sanitaire, mais dans tous les domaines. Et là, on entend parler de pass carbone. Parce que il faut dire un truc, c'est que quand en décembre 2020, on se mettait à dire, vous allez voir, ils vont nous inventer un pass sanitaire avec leur histoire de vaccin et tout, et on se faisait traiter de complotiste. Puis on a eu le pass sanitaire. Et là, et en même temps, dans la foulée, on disait, ah, vous allez voir, avec la transition écologique, là, ils vont nous faire un pass écologique. Et pareil, on disait, ouais, non, ça c'est du complotisme, etc. Et il se trouve qu'on nous parle maintenant de passe carbone. Hein, ça circule. Voilà. Donc en fait, on n'est pas aussi complotiste que ça. Et du coup, je me dis, bah là, avec l'histoire du déclin du spermatozoïde, ils vont nous pucer les burnes pour maîtriser, pour savoir si on se branle ou pas, si on se fait plaisir ou pas, parce qu'il faudra économiser les spermatozoïdes pour que les humains se reproduisent. Vous allez voir que les dissidents sont ceux qui vont refuser de se faire pucer les couilles, parce que, voilà, par souci de liberté. Hein. Donc ça sera des vrais parias, ils n'auront plus droit à rien puisqu'ils ne seront pas pucés. Hein. Vous avez vu hein, comme je suis complotiste là. Et on peut imaginer un truc comme ça. Dire, les gens qui sont pucés, s'il y en a un qui se tape une petite branlette, et ben au trou, voilà, hein, parce qu'on va te dire là, avec tous les spermatozoïdes que vous avez foutus en l'air, c'est un génocide aussi. Hein. Donc faites gaffe aux passe-burnes. D'ailleurs, tout ceci me fait penser à ça. Vous avez vu la gueule qu'il a aujourd'hui, l'ordre moral, hein? Enfin, je dirais même le nouvel ordre moral. Ah ben, ouais non, il n'y a plus les bondieuseries d'il y a 40 ans ou 50 ans. Là, c'est autre chose, regardez. Vous avez vu la gueule qu'il a, là? Ah, ils sont beaux, hein. Ben, il y a 50 ans, c'est eux qui manifestaient contre l'ordre moral. Bon, ils ont fait des petits, hein, parce que dans ceux que je vous montre, en 68, il y en a un qui était à peine né. Mais c'est leurs enfants, hein, en gros, hein, leurs enfants spirituels. Et ben voilà. Alors, ça me rappelle ce que disait Wolinski, le regretté Wolinski, parce que lui, il est mort pour ses idées, en fait, quelque part. Il a toujours pris la liberté de dire ce qu'il pensait à travers ses dessins, il s'est jamais privé. Alors, il avait dit, nous avons fait mai 68 pour ne pas devenir ce que nous sommes devenus. Tout est résumé dans cette phrase. Alors, il y a une expression qui m'a toujours fait marrer, c'est il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je sais pas, quand vous écoutez des émissions politiques, entre autres, hein, il y a souvent un journaliste ou un politique qui dit oh, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, ça me fait marrer cette expression parce que est-ce que vous avez essayé de jeter de l'eau avec la main? Ça, vous prenez de l'eau avec la main puis vous la jetez. Vous avez vu ce que ça donne? Bah rien du tout, à part une goutte qui tombe. Voilà. Tandis qu'un bébé, ah oui, vous pouvez le jeter. Vous prenez le bébé, vous le jetez, ou alors vous ouvrez la poubelle et puis hop, vous visez, hop, vous jetez le bébé dans la poubelle. Ça c'est possible. Mais jeter l'eau, en fait, elle s'écoule, elle se vide. On peut vider l'eau, mais la jeter, moi j'ai déjà essayé. Hein. Prendre de l'eau avec la main et la jeter, c'est ridicule. Hein. En fait, l'histoire, c'est que ils ont dû se dire, en fait, jeter le bébé avec l'eau du bain, en fait, il faut qu'ils soient deux, les gars, pour prendre la baignoire et l'acheter par la fenêtre avec le bébé dans l'eau qui est dans le bain. Voilà. Sinon, je vois pas comment on peut faire. Hein. Et puis bon, bah, vous jetez un bébé, bon, c'est des choses qui arrivent, hein, parce que c'est tellement facile d'en faire un autre, hein, de bébé, donc voilà, c'est pas très grave. Parce que, comme on dit, hein, un bébé de perdu, 10 de retrouvé. Oui, alors, je bois aussi à la mémoire de Jean Telet, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, le grand Telet. C'était un grand personnage et ouais, il a fricoté pas mal avec la bande d'Harakiri, de l'ancien Charlie, de Zéro, etc. Hein. Oui, je parle de l'ancien Charlie parce que ça n'avait rien à voir, Charlie Hebdo, dans les années 70,
avec le Charlie d'aujourd'hui qui est devenu un torchon, quoi. Oui, parce que Charlie Hebdo se dit encore satirique, mais ils sont pas drôles, ils sont insipides, ils pratiquent l'autocensure, ils dénoncent plus rien. Hein, ils essayent de faire rire avec des trucs futiles, enfin bref. Et donc Telet a fréquenté donc Choron, Cavana, Reiser et tous ces grands, quoi. Et là, je vais vous montrer une interview où il est interrogé par Denis Robert. Et c'est un extrait où il parle de la bataille d'Azincourt, là, parce que c'était dans un de ses bouquins. Il racontait cette histoire, mais on pourrait en raconter plein d'autres, mais c'est un extrait qui est trop marrant, quoi, avec Jean Telet. Et paix à son âme. Là, je reviens à Azincourt. Là. Pourquoi tu as choisi ce sujet-là en particulier? Parce que c'est un des trucs les plus cons de l'histoire de France, Azincourt. C'est une bataille qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est la prétention française. En gros, ce qui s'est passé pour Azincourt, le livre, il s'appellera Azincourt partant de Puy. Il y a Henri V qui arrive en France avec la plus grande armée anglaise qui a jamais attaqué la France. Il veut prendre la France. Il arrive à Harfleur, une petite ville fortifiée à côté du Havre qui est à l'embouchure de la Seine. Son but, c'est remonter la Seine, prendre Paris, prendre la France. Boum. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'il n'arrive pas. Il a beaucoup de mal à prendre Harfleur, qui résiste beaucoup plus que prévu. En plus, il flottait sans arrêt et tout. Les vivres ont pourri, les soldats sont devenus malades. Il y a presque la moitié de son armée qui est morte. Il dit, bon, ok, ça marche pas du tout. Il dit, on a une deuxième ville en France qui est Calais. On remonte la côte à fond. On va à Calais, on prend le bateau, on rentre en Angleterre. Et ce qui est marrant, c'est que quand les Anglais ont débarqué, la France n'a pas bougé. Ils sont restés 2 mois, les Anglais, à Harfleur, rien. Mais que dalle, ils s'en foutaient complètement, les Français. L'autre, il repart il était arrivé avec presque 30 000 soldats, il repart plus qu'avec 8 000. Ils sont morts, oui. Oui, les autres étaient morts. Et il remonte pour aller à Calais. Et Henri V était pressé. Il disait, donc, personne s'arrête pour manger. Vous cueillez des mûres, des noisettes en traçant la route et tout. Il passe la baie de Somme. Et là, les soldats voient des pieux à moules et tout ça. Ils veulent aller bouffer les moules. Il dit non, Henri V dit non, les pieux à moules, vous les décrochez, vous les foutez sur les plateaux des chariots, mais on continue à tracer. Et vous irez près des chariots bouffer les moules. C'est ce qu'ont fait les soldats, sauf que les moules n'étaient pas fraîches. Épidémie foudroyante de dysenterie, 2000 morts. Donc il ne restait plus que 5000 soldats. Et là, l'armée française se rassemble à Rouen et décide de pourchasser les Anglais. Ils passent par l'Est, ils reviennent du Nord et ils bloquent à 70 km de Calais, ils bloquent les Anglais. Alors que les Anglais voulaient rentrer chez eux. Les Anglais ne voulaient que rentrer chez eux. Et alors, il se passe plein de trucs et tout, mais le lendemain, à l'aube, le 25 octobre 1415, à l'aube, Henri V découvre l'armée française. Les Anglais n'étaient plus que 5000 qui avaient la dysenterie, qui étaient affamés, qui étaient épuisés, les malades, tous les soldats malades et tout. En face, 30 000 Français, pleine forme, des armures rutilantes, des étendards en veux-tu et tout. Et là, Henri V, il fait non, là, le coup n'est pas jouable du tout. Il envoie un émissaire dire on vous propose de ne pas faire la bataille. En échange, on vous rend Harfleur. On vous rend Calais, mais juste, vous nous laissez traverser le champ. Et les Français, mais il n'en est pas question, mais c'est mal de connaître la France et tout. Et toute la chevalerie, toute la noblesse, il y avait tous les nobles de France, toute la chevalerie. Et les Français n'ont fait que des conneries dans cette bataille. Mais c'est incroyable. Et il pleuvait des pluies torrentielles depuis des semaines. Et toute la pluie glissait vers les Français. Les rivières derrière les Français avaient débordé en torrent et tout. Et les Français se sont retrouvés dans un bourbier, mais incroyable. Les Français sont restés 3 heures devant les Anglais. Et toute la noblesse, oui, ça c'était bien, toute la noblesse avait voulu être à l'avant, en disant on va
la victoire va être tellement facile. Et normalement, dans une bataille, surtout au Moyen-Âge, on mettait les arbalétriers, les gens de trait, ils avaient des canons, les Français, et tout ça. Et les nobles ont dit, pas question. On va pas laisser la victoire à des ouvriers. Donc les arbalétriers à l'arrière. Et on va pas utiliser les canons, parce que les Anglais ont laissé les leurs à Harfleur. Esprit chevaleresque, on ne combat pas avec des armes différentes d'ennemis, ce qui a été une connerie totale. Ils ont tous voulu être en tête, toute la noblesse. Sauf qu'ils sont restés le vendredi 25 octobre, 3 heures, comme ça, figés, mais avec l'armure qui pesait énormément. Un mec de 60 kilos, quand il avait son armure, il en pesait 100 kilos. Ils sont restés 3 heures comme ça, avant que démarre la bataille. Et ils ne sont pas rendus du compte d'un truc, c'est qu'ils s'enfonçaient dans la boue. Mais à mi-jambe, ils étaient enfoncés. Et quand les Anglais ont attaqué, les Français ont voulu attaquer, mais ils ne pouvaient pas. C'était impossible. Déjà, dans la boue, quand tu es pris comme ça, pieds nus, tu peux pas avancer, mais quand tu es en armure avec les poulaines en fer, et ils se sont fait dégommer, et ça a été... Et tous les épisodes, je peux pas tout raconter là, mais tous les épisodes de cette bataille, c'est l'arrogance et la prétention des Français, et ça a été une catastrophe totale. Au bout de 3 heures seulement de combat, 10 000 morts. Oh, et tout à la ferraille, hein, pas une arme à feu et tout. Et puis ensuite, en la 1500... noblesse française décimée en 3 heures. Ouais. Mais plus de chevalerie, et toi, plus quand de tu as noblesse. commencé... Mais ce qui est drôle, c'est que normalement, une bataille, il y a 10 000 morts, t'as un peu de peine, tu fais « Oh putain, les pauvres, machin et tout ». Mais là, tu te marres, parce que tu fais, c'est que des connards, quoi. Et alors, il y a un truc qui est marrant, j'ai appris ça après avoir écrit le livre, c'est qu'en ce moment, il y a les Anglais qui lancent la construction d'un sous-marin nucléaire, qu'ils vont appeler comment ? Azincourt. Et ça, ce foutage de gueule à part des Anglais et tout. Ah, mais ça, c'est l'humour. Et donc, ça, c'est une histoire incroyable. Et comment t'as fait pour... Alors, en ces temps de crise où tout coûte cher, avec une inflation et 2 chiffres, comme ils disent souvent dans les journaux, voilà, vous avez chez vous une raquette, mais vous n'avez plus les moyens de vous payer un court de tennis ou d'aller vous défouler sur un court de tennis. Il vous reste quelques patates, un flacon d'huile, mais vous n'avez plus les moyens d'aller vous faire un steak frites dans un Buffalo Grill. Alors, ben voilà, si vous voulez faire un peu d'exercice et manger à votre faim, ben le professeur Choron a trouvé la solution. Hello. Vous vous apprêtez à faire des pommes de terre frites. Posez sur la table les pommes de terre épluchées. Empoignez votre raquette de tennis et faites un petit jogging autour de la table afin d'échauffer vos muscles. Dès que c'est la forme, levez la raquette de tennis au-dessus de votre tête et de toutes vos forces, frappez bien à plat sur les pommes de terre. Revoyons ce match sensationnel au ralenti. Tranchées nettes par les cordes tendues, les pommes de terre sont miraculeusement découpées en frites. Il ne reste plus qu'à les jeter dans l'huile. Et qu'est-ce qu'on dit ? Madame Rousseau, vous n'êtes pas trop gilet jaune, hein, vous ne soutenez pas trop. On s'est fait éborgner pour le pouvoir d'achat pour les travailleurs et on vous a pas beaucoup vu quand on s'est fait casser la gueule et éborgner. Non, on vous a pas vu. Vous êtes une révolutionnaire des canapés et nous on est vraiment dans la rue. Et on vient pas pour Mélenchon, on vient pour chercher Macron. Au revoir. Ouais, c'est chouette d'être une chouette, mais nuits sont plus belles que vos jours. Les noctambules sont en fête et le coq chante ce gros balourd. Ah ben les coquelins! Ah ben dis donc! Ah ben tiens!